possible. Donc, 3 moyens d'être le plus efficace possible pour une meilleure pénétration du marché qui est effectivement fortement concurrentiel et très réglementé. Alors, je vais beaucoup trop vite. Voilà. Donc, comme je vous le disais, hein, ce marché est très concurrentiel, donc il est important d'avoir une part de marché la plus importante possible. Comment peut-on vous aider à, nous, IBM et VMark, avoir une part de marché plus importante? Alors, on peut grossièrement, il y en a plein d'autres, mais on peut grossièrement voir 4 facteurs qui sont importants pour cette prise de marché. En premier lieu, le prix. Alors, sur ce paramètre, on ne pourra pas beaucoup vous aider. Votre marge, votre prix de revient, votre stratégie commerciale vous appartient complètement. Donc là-dessus, nous, on est complètement incapable de faire quoi que ce soit. Le deuxième point sur lequel qui est important sur une pénétration de marché, c'est la fiabilité des produits. Plus vos produits seront fiables, plus vous aurez une bonne renommée. Là encore, on aura du mal à vous aider parce que c'est une politique interne sur la qualité de vos composants, par exemple, qui va déterminer ça. Par contre, sur la qualité du développement, là, IBM et VMark peuvent vous aider. Où on peut également vous aider, c'est sur le gain de temps. Hein, et plus la mise sur le marché sera rapide, plus vous aurez une grosse part de marché. Donc, le gain de temps sur le design, le développement, et comme vous verrez un petit peu plus tard, sur tout ce qui va être réglementaire. Donc, comment on peut vous aider? Trois chapitres qui vont être illustrés durant cette présentation. Le premier, c'est ne pas perdre de temps sur les audits, qu'ils soient internes et externes. Comment vous aider dans cette démarche qui est assez contraignante. Le deuxième chapitre sera sur l'existant, valoriser l'existant, ne pas réinventer la roue à chaque fois que vous voulez faire quelque chose. Enfin, la troisième partie sera consacrée à un concept peut-être nouveau pour vous, qui est donc le MBSE, la modélisation, pour anticiper, alors vous m'excuserez du néologisme, pour anticiper les interactions logiciello-mécatroniques. Hein, vous verrez dans la présentation de Delphine comment on peut faire ça. Donc, 3 thèmes. Et ben, on n'est pas trop de 3 pour pouvoir vous présenter ces 3 chapitres. Donc, on va faire un rapide tour de table. Et puis, évidemment, honneur aux dames. Donc, Delphine, si tu veux bien commencer. Merci Marc. Donc Delphine Gonzalez, IBM. Je suis Engineering Lifecycle Management Technical Specialist, donc le produit que nous allons vous présenter avec Simon et Marc aujourd'hui. Et j'ai la chance de travailler avec des clients dans le domaine de la santé depuis une dizaine d'années. Simon? Oui, bonjour. Donc, Simon Segaud, je suis ingénieur support chez VMark et j'ai en charge le développement des applications. Merci. Donc, pour ma part, Marc Sanvoisin, je suis ingénieur commercial et business development manager. C'est un titre un peu pompeux, mais c'est comme ça. Chez VMark, spécialisé du génie logiciel, et je serai le monsieur loyal, comme Delphine l'a dit tout à l'heure, de ce webinaire. Alors, comme Delphine et moi-même l'avons dit, et comme vous le voyez également sur les logos des slides de présentation, nous représentons donc la société VMark. Alors, si vous me le permettez, je vais vous présenter en quelques secondes un peu la société VMark. Donc, VMark est un business partner historique d'IBM, créé en France en 2003. Alors, ça a été créé à la demande d'IBM pour pouvoir distribuer les technologies Informix sur le marché français. La partie distribution s'est étoffée et maintenant nous avons la capacité de distribuer toutes les solutions d'IBM. Quelques années plus tard, VMark est devenu revendeur de solutions d'IBM. Alors, quelle est la différence entre revendeur et distributeur? Eh ben, c'est une des particularités de VMark, c'est que nous sommes à la fois distributeurs et revendeurs. Distributeur, c'est-à-dire que nous vendons en OEM ou en marque blanche à des partenaires des solutions qu'ils vont encapsuler et dans leurs solutions en leur ajoutant une valeur ajoutée. Revendeur, donc on s'adresse à des clients finaux qui vont utiliser telles quelles les solutions d'IBM. Voilà. Ce webinaire s'adresse aux 2 topologies de clients, que vous soyez distributeur ou revendeur. Donc, à travers un large écosystème, VMark est capable aussi de vous accompagner de A à Z
donc à travers des conseils, des services, des formations. Alors, Vmark également est un revendeur multisectoriel. Néanmoins, le milieu de la santé représente une part importante de son portefeuille client, avec des instituts de recherche, avec des centres hospitaliers, des laboratoires et bien évidemment des sociétés qui font des équipements médicaux. Donc, après cette introduction rapide des speakers et de Vmark, on va rentrer un petit peu plus dans le détail et on va regarder rapidement qu'est-ce que nous allons vous proposer aujourd'hui sur l'agenda. Alors, la partie 1 sera comment répondre aux exigences réglementaires dans un environnement personnalisé pour le medical device avec un template particulier sur l'IEC 62304. La deuxième partie de cette présentation sera sur la réutilisation de votre existant pour décliner votre portefeuille. La troisième partie, comme je l'ai dit à l'introduction, sera une introduction au Model-Based System Engineering dans une approche de conception. Donc, entrons maintenant dans le vif du sujet. Donc, le paysage réglementaire européen et même mondial est très changeant, très fluctuant et très contraignant. Par exemple, la MDD 217 745 est devenue en 2017 non plus une MDD donc avec une directive, mais est devenue une réglementation. Donc réglementation, uniquement un petit mot qui change, directive, réglementation, mais c'est tout le paysage qui est autour de vos développements qui va changer. Et cette réglementation devient effective en 2024, c'est-à-dire d'ici 2 ans. Concernant le logiciel, ce qui nous intéresse aujourd'hui particulièrement, la MDR implique une certification extérieure pour obtenir l'IEC 62304. Alors, IEC 62304, toutes les personnes qui sont présentes à ce webinaire, qui travaillent dans le milieu médical, connaissent forcément cette norme et nous allons vous expliquer comment vous aider à obtenir cette certification facilement. Ce qui existe aussi, ce qui est contraignant pour l'Europe est contraignant également pour les autres pays et la FDA pour les États-Unis est tout aussi contraignant. Donc, nous allons vous présenter comment un workflow dédié au médical peut vous aider à travers plusieurs étapes à obtenir cette IEC 62304. Simon, je te laisse la parole. Oui, alors bonjour, bienvenue à notre session de présentation de l'outil IBM ELM. Je ne sais pas si vous voyez mon écran que je vais partager. Oui, Donc, Simon. je pense que c'est bon. Voilà. Donc, ELM pour Engineering Life Cycle Management. La plateforme ELM permet de réaliser intégralement des projets d'ingénierie par l'intermédiaire de ces différents éléments dédiés au suivi de projet, au suivi de spécifications et au suivi de tests et validations. Nous allons vous présenter la plateforme ELM dans le cadre d'un projet de développement médical du pompe à perfusion. Donc, je reprends l'écran. Voici. Donc, voici donc le projet. Donc, pour cela, nous avons mis à disposition dans l'environnement ELM le contenu de la norme IEC 62304 à partir de son PDF. Cette norme contient les bonnes pratiques de développement de la partie software de notre dispositif médical pour assurer la sécurité du patient. Nous pouvons accéder à sa documentation et nous intéresser aux objectifs, notamment pour ceux du process software développement. Nous retrouvons ici. Donc, nous avons donc un ensemble d'objectifs. Nous allons nous intéresser à l'objectif 5.7.1. Alors, nous voyons en détail que celui-ci impose que les tests de vérification doivent couvrir toutes les exigences
et doivent inclure les entrées, les sorties et les résultats attendus. En conclusion, cela impose que toutes les spécifications de notre software embarqué doivent être couvertes par des tests. Et donc, pour atteindre cet objectif, voici le process qui nous est conseillé. Nous allons prendre un premier élément. Le premier, donc, prepare for verification and validation. Un premier schéma nous informe du processus global. Nous avons les tâches réalisées avec l'ordre. Nous avons le détail graphique du workflow. Un deuxième schéma par la suite nous spécifie pour chacune des tâches les inputs, que voici, les outputs. Alors, je mets un peu plus mon écran, voilà. Donc les inputs, les outputs et qui doit réaliser ces tâches. Alors, tous ces éléments dans cette page sont interactifs pour définir l'ensemble des tâches disponibles. Donc, nous allons prendre en détail la tâche Perform Design Test Review. Nous voyons maintenant que ce détail est un mode de forme textuelle et on voit bien dans le relationship que l'on input, nous avons un test case, un output, un change request. Voyons maintenant comment cette documentation est implémentée sous forme d'objet dans le design de notre dispositif médical. Donc, nous allons partir dans notre roadmap de solutions, dans la roadmap donc, de la pompe à perfusion que nous sommes en train de développer. Nous prenons la roadmap avec l'ensemble des tâches donc, que nous déployons. Nous allons avoir l'ensemble de toutes les tâches du projet. On va s'intéresser à la tâche 558, hein, tout est sous itinérance. Donc, en monitor drug variable during perfusion, nous avons prepare for verification and validation. Donc, c'est un élément que nous avons vu tout à l'heure dans l'objectif 571. Donc, et dans cet élément, nous avons vu qu'il y avait un input de tâches à réaliser. Alors, on peut déjà peut-être voir avec un rechover le détail de cet élément. Et donc, ces deux tâches, dont le Perform Design Test Review, on va appeler détail, voici. Donc, dans cette tâche, eh bien, on a un rappel sur son descriptif ici, qui nous renvoie à la documentation que nous avons vue précédemment, et donc qui rappelle que nous avions un input, un test case, un output, un change request, etc. On revient sur le détail principal de cette tâche. Et donc, oui. Simon, lorsque on implémente ce template Medical Device IBM, on a automatiquement la création du process et des tâches et l'ajout automatique de la bonne partie de la documentation à la tâche. C'est bien ça? Tout à fait, tout à fait. Tout à fait ça. Donc, dans cette tâche, nous avons aussi des liens, enfin le link, qui nous informe. Je vais descendre un peu plus parce que mon écran. Donc, nous avons dans les liens un rappel, tout ça en mode agile, hein, vu précédemment. On a le rappel de l'origine de cette tâche, par quelle tâche elle est appelée, notamment Prepare for Verification and Validation. Et rappelez-vous, nous avions aussi un test à réaliser qui est représenté ici. Donc, cela veut dire, Simon, que moi, en tant qu'ingénieur, je suis guidée par le template, à la fois parce qu'il m'indique dans quel process je suis et quelles tâches j'ai à réaliser. Et si je souhaite comprendre le contexte global, j'ai un accès direct à la documentation. C'est bien ça? Oui. Et rappelez-vous, nous avons bien en input un test case et en input un change request. Là, nous avons bien le lien vers le test case. Voyons, nous avons déjà une première indication, mais voyons comment ce test case s'est déroulé et si on a la nécessité de créer un change request. Exactement.
Donc, nous allons prendre l'historique des tests case exécutés, test case execution record. Et là, nous avons un historique des test case lancés, où on s'aperçoit que ces 2 tests ont échoué. On va prendre ce premier élément. Donc, nous avons un avis un compte rendu qui nous indique que le test case est en mode échec. On peut avoir le détail des phases de ces tests. Donc, nous apercevons que les 2 premières phases se sont correctement déroulées, mais la 3e phase est tombée en échec. Ah oui, ici je vois bien Simon. Donc mon logiciel n'a pas répondu à l'exigence que le flow devait être de 600 millilitres. Là, je vois que passé à 700 millilitres, il n'y a pas eu d'avertissement. Donc il va falloir qu'on corrige nos exigences et notre logiciel pour qu'il réponde bien à notre objectif. Tout à fait. Le software de notre pompe à perfusion n'a pas levé l'alerte. Et comme indiqué, nous avons créé une anomalie à l'issue de cet échec. Voici donc l'anomalie. On voit quel test il est lié, à quelle exigence sur laquelle on va devoir faire un change request pour que notre dispositif médical soit conforme. Alors, nous voyons que tous ces éléments sont liés les uns aux autres. Nous avons une complète traçabilité comme demandé dans la norme. Voilà, donc, un peu le principe d'ELM appliqué au medical device avec la norme 62304. Alors, nous avons, je vais revenir, je vais reprendre le projet initial. Donc non seulement les liens sont créés automatiquement, donc si je suis contrôlée, je peux justifier de cette traçabilité. Et en plus, j'imagine que je dois pouvoir les extraire dans des rapports officiels que je peux envoyer aux autorités réglementaires. Effectivement, là, je reviens au projet initial, à l'overview du projet. Donc, effectivement, on a vu l'accès à la documentation pour comprendre la norme. Nous avons vu comment la norme est directement implémentée à travers la roadmap dans le processus de développement de notre dispositif médical. Et d'ailleurs, si vous souhaitez implémenter ce process dans un nouveau projet, c'est tout à fait réalisable avec le Work Item, où là, en quelques clics, vous faites un Create from Template avec la norme IEC 102.304 et vous avez directement un environnement de développement qui est créé avec tous les objets, tous les liens, input, output, et les liens de documentation de cette norme. Tout est créé automatiquement en un seul clic. Alors, dans ce projet, dans le dashboard, vous avez, je reviens en plus pratique, vous avez d'autres tableaux de bord, notamment alors je vais essayer de dire en anglais, le FMEA, qui est en fait la Failure Mode Effect Analysis, qui a en charge la gestion des pannes, donc avec un tableau de bord détaillé. On prend en compte l'ensemble des risques liés à cette solution, à ce projet. Il y a un calcul automatique de ces risques et on a une annotation automatique, une évaluation dans le risque priority number, ici. Donc, tout est créé automatiquement sur les risques de panne. Donc, ça, c'est pour la partie matérielle. Et nous avons aussi, je reviens sur la partie dashboard, ici, nous avons aussi également l'opérationnel hazard analysis, qui lui est lié au risque lié au patient. Voilà. Et tous ces éléments de tableau de bord sont bien sûr disponibles dans le template Medical Device.
Donc, voici un petit aperçu des grandes capacités de l'outil ELM appliqué au template Medical Device. Merci Simon. Donc on a bien compris hein, sur cette petite présentation l'importance de la traçabilité. Hein, c'est quelque chose de hyper important et effectivement le Failure Mode Effect Analysis, Oui. si bien dit par Simon. Excuse-moi Simon. C'est plus facile à lire, à écrire qu'à prononcer. Voilà, qui va vous permettre d'avoir quelque chose qui est cohérent avec votre IEC 62304. Donc, dites ce que vous faites ce que vous dites et prouvez-le, c'est ce qu'aiment bien entendre les auditeurs. On va continuer la présentation. Je repartage mon écran. Voilà. Donc, sur un autre aspect qui va être la réutilisation. Donc, je vous ai parlé des normes hein, qui étaient multiples et variées à travers le monde. Donc, si vous voulez conquérir des marchés hors Europe, et l'Angleterre fait partie maintenant des marchés hors Europe, il va falloir que vous retravailliez sur un workflow peut-être légèrement différent, mais ça, il est facilement réadaptable. Il va peut-être falloir également que vous ayez des appareils qui aient des petites modifications techniques. Je pense par exemple à l'alimentation électrique, hein, la tension d'utilisation entre l'Europe et les États-Unis est différente, donc votre système sera différent. Autre cas de figure, vous voulez décliner toute une gamme de produits. Donc, vous avez un produit mère et vous voulez en faire des produits filles. Par exemple, vous avez une version adulte et vous voulez décliner une version enfant. Donc, à partir de là, vous n'allez pas tout réinventer, repartir d'une page blanche, mais vous allez, avec les solutions ELM et en particulier la Engineering Requirements Management Doors Next, utiliser la déclinaison des branches pour pouvoir faire quelque chose de rapide et d'efficace. Donc, je vais laisser la parole à Delphine qui va vous faire un plaisir de vous expliquer cette déclinaison des branches dans l'ELM. Delphine. Merci Marc. Marc, Simon, vous voyez bien l'ELM? Oui. Oui. Parfait. Donc, bienvenue à nouveau dans Engineering Lifecycle Management. Je suis connectée avec Suzanne. Je suis membre du projet de Simon de développement de la pompe à perfusion. Et je vais travailler aujourd'hui sur la déclinaison d'un nouveau dispositif. À partir de ma pompe à perfusion de base, je vais créer une pompe à perfusion avec des spécifications spécifiques pour un modèle pour enfants. Il faut savoir que dans l'ELM, on a le concept de configuration globale. Et c'est ce concept qui va me permettre de partager l'information, de collaborer et donc d'innover plus rapidement. Dans une configuration, vous avez un ensemble de composants qui constituent la définition du design de votre futur produit, de votre futur dispositif médical. Dans l'ELM, vous avez 4 grands piliers fonctionnels. Vous avez tout ce qui va être process, que Simon a évoqué particulièrement en évoquant la norme 62304. Donc tout ce qui va être projet, tâches, gestion des changements, etc. Ça va me permettre de créer des livrables qui définissent mon design. Dans ces livrables, en général, la première étape par laquelle on passe, c'est la rédaction des spécifications composées d'exigences. On va écrire de façon textuelle ce que va faire notre futur produit, à quoi il va ressembler, quelles sont les contraintes au niveau qualité, etc. Ensuite, vous pouvez choisir, si vous disposez de compétences dans votre entreprise, par exemple d'ingénieurs en système engineering, de détailler ces exigences textuelles en diagramme et en modèle. Et ça, c'est ce qu'on va voir dans la 3e démonstration, comment le Model-Based System Engineering va vous aider dans le développement. Je ne vais pas m'attarder dessus tout de suite. Et ensuite, une fois que vous avez défini votre design au niveau exigence et ou au niveau modèle, il faut vérifier que le design qui est proposé va bien répondre aux objectifs du produit.
que ce soit évidemment, est-ce que mon produit fait bien ce qu'il est censé faire, mais aussi est-ce qu'il répond aux exigences qualité des différents pays sur lesquels je veux le mettre sur le marché. Et c'est pour ça que vous avez la partie test. Lorsque vous créez une nouvelle configuration, vous pouvez choisir si vous récupérez pour cette nouvelle configuration un ou des éléments d'une configuration précédente. Est-ce que je récupère les exigences? Est-ce que je récupère les exigences et les modèles ou les exigences, les modèles et les protocoles de test? Dans notre cas, pour créer notre pompe à perfusion pour enfants, on va récupérer une bonne partie des exigences de la pompe à perfusion de base. Allons voir un petit peu à quoi ressemblent ces exigences et comment on peut collaborer autour et les partager. Ça va être intéressant de les réutiliser puisque dans le principe, le dispositif va faire la même chose. Donc il va y avoir toute une partie système et fonctionnelle qui est identique. On va s'intéresser aux Product Requirements, les exigences de plus haut niveau qui détaillent le fonctionnement et le design global. Et ce que vous pouvez constater, c'est que ces exigences au sein de la spécification sont hiérarchisées. Vous pouvez y naviguer facilement en accédant à la structure ou en accédant à plus de détails pour sélectionner quelle information vous allez vouloir réutiliser. Et surtout, ces exigences sont uniques. Vous voyez cet identifiant, ça va vous permettre de choisir si vous voulez réutiliser l'exigence telle qu'elle ou si vous voulez la copier dans votre nouvelle configuration. Et ça, c'est vraiment important parce que si c'est une exigence de base, par exemple avoir un bouton Start, si elle est modifiée dans mon modèle de perfusion de base, la modification sera aussi dans mon modèle à perfusion pour enfants. Donc, vous avez ce côté unique et cette très fine granularité. Ensuite, vous voyez que mes objets sont typés. J'ai des objets de type titre, j'ai des diagrammes, j'ai des informations et évidemment, j'ai aussi des objets de type exigence. Ça va me permettre d'avoir des cycles de vie différents suivant le type d'objet, des évidemment droits d'accès différents. Je peux décider si on peut les copier ou pas. Je peux décider aussi si mes sous-traitants ont accès par exemple en lecture et les autres membres de mon projet en écriture. Ensuite, cela va me permettre d'avoir un type de validation différente. Par exemple, les titres, je peux être beaucoup plus souple que sur mes Product Requirements. Et là aussi, je peux implémenter des processus réglementaires qui viendraient des normes européennes ou américaines, etc. Ensuite, ces exigences-là, comme je vous le disais, elles vont être détaillées, par exemple en exigence système. Et de la même façon que je choisis de réutiliser les exigences de plus haut niveau, je peux choisir quelles exigences système je vais réutiliser dans ma nouvelle configuration. Ces exigences système, elles détaillent le comportement du produit, comment on va implémenter notre exigence de plus haut niveau. Et c'est celle-ci qu'on va pouvoir tester. Et c'est ce qu'on voit ici avec la traçabilité vers les tests, que vous a montré d'ailleurs Simon dans la précédente démonstration. Je vais juste me focaliser sur ces exigences en particulier pour vous montrer le pouvoir de la configuration. Ici, j'ai quelques exigences que j'ai déjà testées dans le cadre de mon modèle de pompe à perfusion de base. On voit d'ailleurs, on retrouve l'exigence de Simon avec le test qui a échoué. Celle-ci est blanche, le test n'a pas encore eu lieu, et celle-ci, si on veut être conforme à la norme 62304, il va falloir qu'on crée un protocole de test et qu'on attache un test à cette exigence. Si je bascule maintenant sur mon autre configuration, la pompe à perfusion pour enfants, on a réutilisé les exigences, néanmoins, on a implémenté des exigences spécifiques au modèle de pompe à perfusion pour le modèle pour enfants. Et si on remonte au niveau des exigences de base, on va pouvoir comparer ces exigences avec le modèle précédent. À quoi ça me sert? Deux choses.
Déjà, ça va me permettre de voir quelles sont les nouvelles exigences et donc celles pour lesquelles il va falloir que je crée des nouveaux protocoles de test spécifiques. Ensuite, comme l'a évoqué Marc, on peut vouloir créer des nouvelles branches, des nouvelles configurations pour différents objectifs. Là, on réutilise la connaissance pour créer plus rapidement un nouveau dispositif, un nouveau modèle, mais on pourrait très bien avoir pour objectif, j'ai une pompe à perfusion, voilà mon objectif, voici mes exigences. Par contre, sur le marché, il y a 2 modèles de moteurs qui sont disponibles et donc j'ai potentiellement 2 façons d'architecturer mon design. Eh bien, je vais lancer 2 équipes sur le développement de 2 architectures en parallèle avec mes exigences en commun. Et là, je vais pouvoir tester ces architectures au même moment et choisir la meilleure et donc aller plus vite plutôt que les tester l'une après l'autre, aller plus vite sur la mise sur le marché. Donc vous pouvez voir qu'on retrouve bien ici dans la comparaison des exigences, mes exigences spécifiques au modèle pour enfants que nous n'avons pas dans les exigences spécifiques du modèle de base. Donc on pourrait faire la même chose si on compare 2 architectures pour un même dispositif. Donc revenons sur nos tests. Je vous avais expliqué donc qu'il y a une différence entre ces deux modèles. Eh bien, on voit bien qu'en effet, le projet de pompe à perfusion pour enfants a été démarré plus tard. On a réutilisé la connaissance de la pompe à perfusion pour adultes. Et là, on a commencé seulement la phase de test. On réutilise les protocoles puisque c'est pertinent parce que ce sont les mêmes exigences. Néanmoins, on n'a pas encore déroulé les tests. Donc voilà comment peut vous aider le concept de configuration globale dans Engineering Lifecycle Management. Elle vous permet de mettre à disposition l'information, que ce soit les exigences, les tests ou les modèles, de choisir avec une gravité très fine quels sont les process sur ces différentes informations et comment vous les partagez, comment vous les réutilisez. Et ensuite, elle vous permet de comparer différentes architectures. Merci Delphine. Donc, je reprends la main. Donc, pour poursuivre notre exploration des solutions ELM dans le medical device, nous allons maintenant vous présenter un concept qui est peut-être pas encore complètement adopté par l'ensemble de la communauté des développeurs, mais qui mérite une attention très particulière. Donc, c'est le MBSE ou le Model Based System Engineering. Ce concept permet d'intégrer durant votre phase de développement des concepts hors software, tels que la mécanique, l'électronique, l'acoustique, l'électromagnétisme, la fluidique peut-être également. Je pense que Delphine en parlera tout à l'heure. Et il permet également de remplacer des exigences textuelles qui, des fois, peuvent apporter des ambiguïtés. Hein. L'utilisation d'un ou d'un et inclusif ou exclusif, des fois, peuvent poser des problèmes. Donc, avec une exigence, avec un remplacement d'exigences textuelles par de la modélisation, on arrive à s'affranchir de ces problèmes. Donc, Delphine, qui aime beaucoup les paris, va prendre celui-ci et nous expliquer ce que c'est que le MBSE dans les 10 minutes qui suivent. Delphine, allez, bon courage. Merci Marc, le challenge est accepté. Donc bienvenue à nouveau dans Engineering Lifecycle Management, toujours avec Suzanne. Et on va se focaliser sur notre design de pompe à perfusion de base. Le MBSE pour Model Based System Engineering ou ingénierie des systèmes basés sur les modèles. Ici, dans notre tableau de bord, pour l'avancement du design de notre pompe à perfusion, on a accès à un onglet qu'on appelle Design Vérification. Donc, Suzanne dispose dans son équipe d'ingénieurs en ingénierie système et elle décide de décliner l'ensemble des exigences en modèles. Donc, comme l'a dit Marc, 2 avantages à ça. Le premier, je passe d'une vue textuelle, sujette à interprétation, à une vue en graphe qui est beaucoup plus, je dirais, consensuelle. Là, par exemple, suite à mes exigences système, j'ai une phrase qui me dit « Lorsque j'appuie sur le bouton Start, je dois commencer la perfusion. » Donc, le médicament est diffusé au patient. Au niveau modèle,
un ensemble de modèles vont me permettre de détailler ce comportement. Par exemple, ici, le diagramme d'état auquel j'ai accès depuis cette matrice de traçabilité, je vais y accéder directement depuis l'interface web, me décrit par quels différents états la pompe à perfusion va passer à partir du moment où on clique sur le bouton Start. Donc là, ce que vous voyez, c'est qu'il n'y a pas d'équivoque. On passe d'un état à l'autre, les flèches nous indiquent sous quelles conditions on passe dans ces états, et il n'y a pas de différentes interprétations possibles. La deuxième chose avec le MBSE, au-delà d'avoir cette nouvelle façon de communiquer autour du design sous forme de diagramme, ça va être de pouvoir montrer les interactions entre les différents éléments du système. Ici, on a la partie mécanique avec les différents états de ma pompe à perfusion. Mais ce qui va contrôler le changement entre les états, au-delà du fait d'appuyer sur un bouton ou sur un autre, ça va être la partie logicielle qui est derrière, mon fameux logiciel embarqué dont a parlé Simon, et quel est le code qui se trouve derrière chacune des opérations qui permettent de passer d'un état à un autre. Si vous étiez resté au niveau exigence, vous auriez une spécification pour le logiciel, une autre pour la partie mécanique, mais il est beaucoup plus difficile de visualiser comment les deux interagissent. Donc ça, c'est le deuxième point, le deuxième avantage du MBSE. Et le troisième, ça va être que ces diagrammes, si vous le souhaitez, vous pouvez les simuler. Ça va me permettre très tôt, lorsque j'ai mes exigences et mes modèles, de tout simplement simuler le comportement de mon système et vérifier si mes exigences, si mes objectifs sont bien couverts. Et donc, identifier très tôt, et sans avoir à créer un prototype coûteux et être en laboratoire, des potentielles pannes, défauts et corrections à apporter le plus tôt possible dans le design. Donc, ce qui est très important dans ce que vous apporte le LM, c'est cette complète traçabilité entre les exigences, hein, on a vu, on était dedans dans la matrice de traçabilité, et les modèles. Et ça, c'est accessible par Suzanne, qui est chef de projet, qui veut savoir le statut du design. Elle n'est pas ingénieure modèle système, mais elle a accès quand même à l'information. Ce diagramme que vous voyez dans l'interface web, c'est un objet, il est vivant. À chaque fois qu'un ingénieur système va faire une modification, là par exemple, il est en train de créer une classe new, c'est remonté auprès de Suzanne. Donc il faut savoir que ce sont des objets avec un cycle de vie et des attributs, ce ne sont pas des images figées. Je vous propose de voir dans notre application Rhapsody, qui est notre application de modélisation, comment ça se déroule pour un ingénieur système. Donc, comme j'ai fait un show in Rhapsody, vous voyez que dans le modèle qui contient tous les diagrammes qui définissent mon design, dans cette hiérarchie, le modèle a été highlighté et il a été ouvert dans la fenêtre que vous retrouvez ici. Donc, complète traçabilité à la fois dans la partie web, mais à la fois aussi dans le logiciel de modélisation. Une autre fonctionnalité que vous avez lorsque vous faites du MBSE et que vous avez dans Rhapsody, c'est la possibilité de créer des mock-ups donc des maquettes de votre futur dispositif. Alors évidemment, là, c'est pas exactement à ça que l'interface de votre pompe à perfusion va ressembler, mais néanmoins, vous allez trouver les grands indicateurs, les grands boutons, et à partir de ce mock-up, vous allez pouvoir jouer vos simulations. Donc, ce n'est pas obligatoire, mais ça vous permet de faire des tests plus poussés de votre design, de votre dispositif. Donc, je vous propose de lancer la simulation pour voir un petit peu la valeur de cette fonctionnalité-là. Alors, voilà, c'est l'effet démo, évidemment. J'ai lancé la simulation, mais on a eu un petit crash. Alors, ne vous inquiétez pas. Je vais tout simplement rouvrir mon projet. Et relancer notre simulation. Donc là, je fais une petite aparté vu que j'ai ouvert le projet devant vous. Les projets Rhapsody donc, sont accessibles sous Windows dans leur
directement dans le navigateur, dans l'Explorer. Et donc, il est très facile après de les sauvegarder et de les partager dans un autre environnement. Notre panel est resté ouvert, donc ça c'est parfait. Et je vais juste vous mettre les deux diagrammes en parallèle pour que vous puissiez suivre le déroulement de la simulation. Et j'espère que cette fois-ci, tout va bien se passer. Je lance ma simulation. Ok, tout fonctionne bien. Alors, je vais décider que pour cette perfusion, je vais utiliser aléatoirement le channel numéro 5. Le taux sera de 5 et on va faire un volume à 100. Là, je lance, je mets en place mes paramètres et je charge mes paramètres. Alors, je vais juste vous rouvrir le diagramme animé d'état, que vous puissiez suivre, voilà. En parallèle, les changements d'état de votre dispositif médical. Hop. Donc, vous voyez que j'ai rentré des paramètres, un taux à 100, un taux à 5, un volume à 100. Et ce qu'a fait le dispositif, lorsque j'ai voulu charger mes paramètres pour commencer l'injection, il a bien enregistré que j'avais chargé une prescription, mais par contre, le code, la partie software, a vérifié si ces paramètres étaient corrects pour la sécurité du patient, et il se trouve que la prescription est invalide. Et c'est pour ça que j'ai ce petit voyant rouge qui s'est affiché. Donc ça fait typiquement partie, si je lis mon exigence de sécurité, qui est je ne peux pas avoir ces paramètres-là de perfusion à mon software, et bien là, vous voyez que vous pouvez prouver que votre design a correctement réagi. Donc évidemment, on ne veut pas empoisonner notre patient. On va remettre à zéro nos paramètres. Donc vous voyez, on revient à l'état premier et on va baisser le volume en espérant avoir quelque chose de correct. Je charge mes paramètres. Voilà. Là, vous voyez que la prescription est programmée. Et je passe à nouveau dans mon circuit de validation. Et cette fois-ci, les paramètres sont acceptés. Eh bien, je propose de passer à l'injection. Et là, ce que vous pouvez voir, c'est que petit à petit, on voit un indicateur comme quoi le volume de médicaments est bien diffusé au patient. On voit qu'il avance petit à petit. Donc voilà, vous avez vu comment ici le MBSE, avec une complète traçabilité des exigences jusqu'au modèle et même je peux lier ensuite les résultats de cette simulation à mes tests, nous permettent d'identifier très tôt dans nos phases de design de potentiels problèmes dans notre design. Ça nous permet aussi de prouver aux autorités réglementaires que nos exigences qualité sont vérifiées. Merci Delphine. Merci beaucoup pour cette introduction au MBSE. Merci Simon également pour la première partie. Donc, on reprend le cours de ce webinaire et on en arrive à la fin. On est dans les temps, on est pas mal. Donc, en résumé, vous avez pu voir comment, avec un template dédié, vous pouvez gagner sur l'organisation, la sécurisation, la publication de vos informations pour rendre plus facile vos audits. Vous avez compris pourquoi la réutilisation de l'existant peut et est un gain de temps et d'argent. Et enfin, vous avez peut-être découvert une alternative à la publication des exigences textuelles dans un environnement complexe. Donc, en fait, nous, pendant ces quelques minutes, on a fait en fait que survoler très très rapidement des concepts théoriques et des réalisations pratiques. Et donc, il y a
un océan de questions, je pense, qui peuvent aboutir. Donc maintenant, on vous laisse la parole et on passe à une session de questions-réponses. Qui veut commencer à prendre la parole? Alors, déjà, il faut que je permette à nos chers participants de parler en live. Vous pouvez également les faire par chat, hein, Oui, merci de nous partager par chat le temps que je puisse donner la parole à chacun. Voilà, hop. Donc Cécile, normalement. Donc sachez qu'il y aura un replay. Si jamais des membres de vos équipes étaient intéressés et n'ont pas pu y assister. Et qu'avec Marc et Simon, nous sommes bien sûr à disposition si vous souhaitez échanger par mail, si des questions vous viennent par la suite. Et moi, par exemple, j'aurais une question pour vous, savoir si aujourd'hui, donc que vous soyez en charge de développement de solutions complexes ou que vous soyez dans notre réseau de partenaires chez IBM et donc en contact avec nos clients dans le monde de la santé, est-ce que l'approche MBSE, donc le système engineering, est quelque chose de souvent utilisé dans le domaine de la santé, si aujourd'hui vous avez des cas concrets où c'est utilisé ou pas. Tu poses la question à qui Je pose la question à l'ensemble de l'Assemblée. Ah d'accord. Ouais, ils sont timides hein, aujourd'hui. Hein. Bon, de toute façon, si vous avez des questions que vous voulez adresser directement à Delphine ou m'adresser directement, je vous ai mis nos coordonnées. Donc, n'hésitez pas à nous écrire et on se fera un plaisir de vous répondre, de vous aider, de, de refaire cette présentation plus en détail sur un point qui vous intéresse plus. Donc, pas de questions? Bon, ben Delphine, je pense qu'on va pouvoir dire au revoir à nos chers auditeurs et spectateurs. Et puis, alors, c'était un bon appétit. Hein, il est midi moins 10, donc c'est le temps. Voilà. Merci à tous d'avoir participé. C'était un plaisir de pouvoir partager ces sujets avec vous. Au revoir. Au revoir.